Une question à Clarisse Sand, avocat fiscaliste et présidente de l'Institut du droit pénal, fiscal et financier. Mai 2018, l'affaire Cahuzac semble connaître son épilogue, puisque l'ancien ministre du Budget a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Alors évidemment, on peut épiloguer prison, pas prison, etc. Est-ce qu'il a bénéficié d'une forme de clémence? Ça, c'est peut-être le vrai sujet d'ailleurs. Est-ce qu'on peut imaginer une justice à 2 vitesses en matière fiscale? Mais je pense qu'on confond beaucoup sur ce sujet de fraude fiscale, en fait, la justice, le droit et la morale. Et je pense qu'il faut remettre un petit peu les compteurs à zéro à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à moraliser en fait, les décisions de justice. Et c'est très problématique dans le monde d'aujourd'hui, puisque la lutte contre la fraude fiscale est éminemment une problématique de moralité en fait, dans le monde de la vie publique. L'affaire Cahuzac est une affaire effectivement où on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une justice à 2 vitesses, puisque M. Cahuzac potentiellement ne pourra effectivement pas faire de prison. Est-ce qu'on peut parler d'un tarif pour la fraude fiscale en France? Un tarif, non, certainement pas. Par contre, ça dépend en fait de la période à laquelle le fait litigieux s'est produit. C'est-à-dire que si on revient sur l'affaire Cahuzac, par exemple, les faits se sont produits antérieurement à la loi du 6 décembre 2013. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 décembre 2013 ? Il y a eu un renforcement de la lutte contre la fraude fiscale avec des tarifs, comme vous dites, beaucoup plus importants qu'antérieurement. Donc si M. Cahuzac avait effectué ces faits délictueux après cette loi, il aurait subi de la prison ferme et aurait été condamné par la Cour d'appel en prison ferme. On a alourdi les peines en fonction de la gravité en fait, de cette fraude. La première, si on peut considérer une fraude TVA simple, exemple une rétention de TVA, à ce moment-là, on peut encourir une condamnation de 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende. Si on arrive sur des fraudes fiscales complexes, on se retrouve sur des montants beaucoup plus importants. On se retrouve sur une possibilité d'avoir une amende de 3 millions d'euros et un emprisonnement de 7 ans. Alors ça concerne qui? Ça concerne en fait de la fraude en organisée. Vous avez entendu parler de l'affaire des quotas carbone. Ou alors ça pouvait aussi s'entendre pour tous les gens effectivement qui n'ont pas déclaré leur compte à l'étranger, qui ont utilisé une société offshore ou encore qui ont utilisé une fausse identité. Ça, ce sont les peines. Est-ce qu'il y a des profils types de fraudeurs fiscaux? Il y a une commission qui s'est réunie au mois de mars dernier sur justement l'opportunité des poursuites pénales. Et dans le cadre de cette commission a été entendue Madame la vice-présidente, Madame de Pertuis du tribunal correctionnel qui est spécialisée 11e et 32e. Et Madame de Pertuis a extrêmement bien résumé les choses. Il y a plusieurs profils de fraudeurs, effectivement. Le premier, c'est le fraudeur qui ne va jamais aller devant le tribunal correctionnel. Pourquoi? Parce qu'il a fraudé moins de 100 000 € de droits vis-à-vis du Trésor public et on ne juge pas aujourd'hui les fraudeurs à moins de 100 000 €. Pourquoi? Parce qu'il y a un engorgement judiciaire et on ne peut pas se permettre de juger tous les dossiers de fraude fiscale. Deuxième cas, c'est le fraudeur qui, certes, a fraudé, mais ne va pas non plus aller devant le tribunal correctionnel puisqu'il transigera avec l'administration. Il fera ce qu'on appelle une transaction fiscale qui évite d'aller au pénal. Alors c'est souvent un moyen de pression pour l'administration fiscale en disant « payez-moi beaucoup plus vite et puis je vous évite le pénal ». On n'en parle pas beaucoup, mais ça existe. Mais toutefois à la marge, puisque sur 50 000 contrôles, on a à peu près 3 000 transactions à l'année. Le troisième cas, ce sont des cas qui sont gérés en fait par l'administration fiscale, qui donc dépose plainte pour fraude fiscale suivant un avis d'une commission, et c'est renvoyé aux différents parquets régionaux qui vont ouvrir une enquête préliminaire pour fraude fiscale. Généralement, ce sont des cas assez simples sur, par exemple, le cas d'une omission déclarative ou d'une rétention de TVA, dans certains domaines d'activité, automobile, BTP et restauration. Les 3 cas classiques de fraude fiscale. Et le dernier cas, c'est le cas en fait, des profils complexes, soit parce que le schéma était complexe, soit parce que la personne a une certaine renommée. Et ces dossiers-là ne vont pas sur des parquets régionaux, mais vont directement au nouveau parquet national financier, qui est le PNF, qui a été créé en 2013 avec cette fameuse loi. Qui poursuit en fait les fraudeurs fiscaux? Vous vous souvenez du fameux verrou de Bercy, c'était au printemps 2018. Ça a suscité pas mal de débats. D'abord, qu'est-ce que c'est ce verrou de Bercy et pourquoi ces débats? C'est le fait pour l'administration d'avoir le monopole des poursuites, c'est-à-dire que l'administration fiscale doit en fait passer devant une commission des infractions fiscales pour demander à cette commission si elle peut enclencher une plainte à l'égard de l'ordre judiciaire dans le cadre de dossiers de fraude fiscale. Quand vous dites qu'il y a une très grosse discussion sur le verrou de Bercy, c'est que les juges ne l'acceptent plus aujourd'hui. Les juges de l'ordre judiciaire considèrent que c'est faire en fait saper
leur pouvoir d'opportunité des poursuites, et c'est effectivement totalement exorbitant du droit. Ça n'existe pas en droit français. Il n'y a qu'en droit fiscal, droit pénal fiscal, que ça existe. Et effectivement, comme vous dites, c'est assez choquant parce qu'on pourrait considérer que l'administration fiscale est juge et partie. Le droit fiscal est technique, évidemment. Quelles sont les perspectives dans ce contexte ? Alors les perspectives, elles avancent avec l'évolution du droit. Le droit, il est national avec, on a vu la création de la police fiscale, on a vu la création du parquet national financier et tout un tas de mesures. Et surtout, elle va être énormément débattue puisqu'une nouvelle loi sur la fraude fiscale va intervenir très prochainement et va être débattue cet été. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle aura des perspectives exponentielles. Exponentielles parce qu'on va quand même ouvrir ce verrou de Bercy. Il va être modifié, qu'il soit supprimé, j'en doute, mais il va être modifié de sorte qu'un certain nombre de dossiers qui n'étaient pas aujourd'hui devant le tribunal correctionnel vont se retrouver devant le tribunal correctionnel. Ça, c'est la première des choses. Et l'autre perspective, c'est de se dire que c'est un droit, effectivement, qui mélange deux alliages, le droit pénal, qui est un droit essentiellement de droit privé, et le droit fiscal, qui est un droit extrêmement technique. Et la vraie problématique aujourd'hui, c'est de se dire comment on va juger des dossiers qui demandent une technicité très forte, avec des juges judiciaires qui ont une pratique pénale très importante, mais qui se basent sur le travail de l'administration pour pouvoir juger des dossiers de fraude fiscale. Il reste un peu à écrire, ce droit pénal fiscal. Il reste tout à construire, ce qui est extrêmement important aujourd'hui dans ce monde actuel, et surtout aussi pour remettre les choses dans leur contexte et faire avancer le droit, c'est très important.